voilà, ce sera la débrouille. Voilà, je vous remercie d'être venu ce soir. Donc, il y a déjà des têtes connues. Cette fois, ce ne sera plus sur le contexte économico-politique, quoique peut-être, Marco, tu en parleras un petit peu. Hein, c'est toujours présent. C'est toujours présent dans le contexte, mais ce sera donc Marco Costantini, qui est commissaire de l'exposition, donc qui est à l'initiative de cette exposition, mais il vous en parlera un peu plus longuement, parce que ça fait des années que ça mûrit, que ça mûrissait en tout cas dans sa tête. Donc ce sera vraiment plus le côté esthétique, le côté design et le montage expo. Enfin, je suppose que tu expliqueras. Voilà. Ce sera différent en tout cas de la première, mais je pense que ce sera tout à fait complémentaire par rapport à la conférence que nous avions eue précédemment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis sachez quand même que, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons samedi un concert de Molo Sayad, donc un groupe libanais où la musique se marie avec tradition, jazz, pop, enfin voilà, c'est vraiment un mélange de musique, donc c'est samedi à 20h. Voilà. Bonne soirée et peut-être je vous demanderai de couper les GSM ou en tout cas de les mettre en sourdine. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci. Merci à vous d'être là ce soir pour parler un peu du Liban. Donc effectivement, je ne vais pas vous faire un résumé total de l'exposition que vous avez probablement déjà visité, mais je vais vous expliquer un peu les raisons de l'émergence de la scène du design et architecturale à Beyrouth, et pourquoi effectivement cette scène est spécifique, pourquoi ça se passe au Liban et pas ailleurs. Donc vous expliquer un peu en quoi la scène libanaise est véritablement une exception au Moyen-Orient par rapport au développement. Alors, je vais alerter qu'on a eu un petit problème technique, c'est-à-dire que moi j'ai l'ordinateur avec mes images, que j'ai une assistante du coup en haut, mais nos ordinateurs ne sont pas raccordés, donc j'espère que... Ah, mais je le vois en transparence, donc je pourrais contrôler qu'on soit bien sur les mêmes diapositives au moment où je vous parle. Donc, avant toute chose, juste vous rappeler que le Liban, juste mettre la dia suivante, voilà, là, le Liban c'est évidemment le Moyen-Orient, c'est une position stratégique absolument incroyable puisque c'est vraiment un pays qui est entre l'Orient et l'Occident, au bord de la Méditerranée. C'est vraiment le pays qui fait un peu l'embouchure entre les cultures occidentales et les cultures orientales. Ça joue et ça a joué sur des avantages indéniables, mais ça a eu aussi, et ça a encore, des éléments qui certaines fois peuvent être un peu plus, on va dire, complexes pour le pays. Voilà une carte du pays, juste pour vous le resituer dans sa topographie. C'est le pays où on aimait bien dire dans les années 60 qu'on pouvait skier à la montagne le matin et on avait le temps de redescendre au bord de la mer pour faire un plongeon en fin d'après-midi. C'est effectivement un pays méditerranéen mais aussi un pays de montagne. Et on a effectivement cette double nature. Vous avez le mont Liban qui sépare quasiment verticalement le pays en deux zones, une zone maritime et une zone agricole, notamment constituée par la plaine de la Bekaa, mais qui en fait effectivement un pays extrêmement riche. Dia suivante, quelques dates importantes pour vous les reconstituer. Je suis allé, elles sont en anglais, j'avais fait une petite conférence en anglais, mais juste les dates fixes peut-être à se souvenir, c'est que 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la chute de l'Empire ottoman, et donc la dissolution de l'Empire ottoman dans lequel le Liban faisait partie. Donc à partir de 1918, le Liban devient un protectorat français, et à partir de là, effectivement, va se constituer déjà un changement notoire de sa politique. Donc entre 1918 et 1943, le Liban fait partie de ce qu'on appelle alors la Grande Syrie, et donc est sous, on va dire, domination française. En 1943, au moment où l'Europe se déchire pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Liban devient une république autonome, gagne son indépendance et devient donc un État en tant que tel. Et ça, c'est le début de tout.
1943, c'est cette date qui va faire émerger le projet de ce qu'on appelait l'État-nation, c'est-à-dire que vous avez un pays désormais indépendant, constitué de 13 communautés religieuses et politiques différentes, qui doit se trouver une identité nationale commune pour effectivement gagner dans sa reconnaissance internationale. Donc c'est comment, à partir de 1943, ce jeune pays, cette nouvelle démocratie, cette nouvelle république, va se construire un avenir et une identité culturelle, politique et économique. Vous avez ici, dia suivante, un plan de Beyrouth avec les différents quartiers qui constituent la capitale. Donc c'est un ensemble de quartiers différents qui va de quartiers extrêmement, on va dire, construits, urbanisés, et d'autres régions plus industrielles comme le port de Beyrouth, mais aussi toute la partie orientale, enfin occidentale, pardon, de la ville, qui est le quartier qui s'appelle Ras Beyrouth, que vous avez juste en haut à gauche, qui est effectivement la partie qui va se développer très fortement à partir de la déclaration d'indépendance de 1943, et notamment un quartier spécifique, dia suivante, qui est le quartier de Hamra, qui est véritablement le centre de la modernité libanaise. Cette partie de Hamra, elle va être le fer de lance de l'idée de la modernité dans l'État libanais. C'est dans ce quartier, c'est dans ces rues de la partie occidentale de Beyrouth que cette modernité architecturale et design va véritablement prendre son essor et se développer pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Il faut dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute cette partie de Beyrouth n'était en fait que des champs agricoles, que des terres cultivées. Il n'y avait quasiment pas d'habitation, quelques villas disséminées, mais c'était véritablement encore un état de nature. Il va falloir attendre effectivement le début des années 40 et des années 50 pour que des changements s'opèrent. Et il y a deux raisons importantes qui indiquent ce changement. D'abord, dia suivante, l'installation de l'université américaine qui s'implante déjà en 1871, qui est l'œuvre de missionnaires américains qui vont créer la Syrian Protestant College. Mais en 1920, cette université va être reprise par l'université de l'État de New York et prendre le nom de l'Université américaine de Beyrouth, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IUB. Et donc, au départ, dia suivante, vous avez surtout le premier bâtiment avec son horloge qui est construit, qui est le centre du complexe universitaire de Beyrouth. Et autour de ce complexe va se construire petit à petit des écoles, évidemment, pour l'enseignement, des hôpitaux, des centres de formation. Donc c'est vraiment un centre aussi, on va dire, d'influence américaine qui se constitue dans ce quartier de la Libye. Un deuxième élément qui va bouleverser le paysage de cette région, c'est la création du jardin de Sanaye. C'est un jardin qui est créé en 1900 par les Ottomans, qui avait l'ambition effectivement de relier l'ancien centre-ville de Beyrouth avec cette nouvelle région. Donc ils créent un jardin d'acclimatation et un jardin botanique dans cette partie de Beyrouth, et ils avaient l'ambition de relier les deux par des avenues, par tout un complexe urbain qui ne verra jamais le jour suite effectivement à la chute de l'Empire en 1918 et au fait que les Français décident de ne pas continuer les projets urbanistiques des Ottomans. Donc on va avoir ces deux zones semi-urbanisées qui se constituent, l'université américaine d'un côté et le jardin de Sanaye de l'autre, qui amorcent déjà des éléments importants. C'est aussi la création du tramway qui va relier le centre-ville à l'université américaine, et donc qui dit tramway et ligne de transport public va dire qu'on va construire le long de la voie du tramway des nouveaux édifices, parce qu'évidemment les gens veulent profiter de ce moyen de locomotion, et donc on construit aux abords du tramway, ce qui va développer des nouveaux centres urbains.
La photo suivante, vous avez une vue de Raouché, qui est donc, on va dire, la finalité de la région de Hamra, côté front de mer. Alors là, vous avez une vue qui date du milieu des années 60, où on voit encore des gros immeubles avec beaucoup de terre et de terrain encore vierge, à savoir qu'aujourd'hui, tout ça n'existe plus, tout est construit, tout est urbanisé. Donc ça a eu une progression absolument fulgurante. Et à partir de 1930, effectivement, c'est le boom de la construction qui commence à Beyrouth et principalement dans ce quartier de Hamra. En 1933, la rue Hamra, qui justement parcourt tout le quartier, est asphaltée, ce qui veut dire qu'elle perd son côté, on va dire, agricole de terre battue, et vraiment on arrive dans un nouveau centre urbain. Entre 1952 et 1964, la population de Beyrouth va littéralement tripler, ce qui est absolument colossal en si peu d'années. Et c'est vraiment la classe moyenne et aisée qui va s'installer dans cette nouvelle région de la capitale. Donc c'est plutôt un quartier de bonne famille qui se développe à ce moment-là. Les années 50, elles correspondent aussi à un contexte politique et militaire régional extrêmement particulier. Il faut savoir que de nombreux réfugiés vont commencer à arriver à Beyrouth. Il y a d'abord évidemment les réfugiés palestiniens à partir de 1948 qui fuient effectivement les territoires définis désormais comme étant l'État d'Israël. Il y a les Égyptiens, principalement des Égyptiens chrétiens, qui fuient le régime socialiste et autoritaire de Nasser qui prend le pouvoir à partir de 1952. Et en Syrie, les riches familles syriennes qui arrivent au Liban suite au coup d'État militaire de 1951 par Hadid Chichachi. Donc là, vous voyez qu'effectivement, le Liban devient une terre de refuge pour les familles aisées qui fuient les différents régimes autoritaires ou les crises de leurs pays respectifs. Donc Hamra devient subitement un espace citadin totalement cosmopolite. C'est aussi le développement d'une idéologie anglo-saxonne qui va séduire les nouveaux arrivants. Cette idéologie anglo-saxonne qui est évidemment véhiculée par l'université américaine. Il y a aussi un fort pouvoir d'achat dans les gens qui s'installent dans le quartier et donc une nouvelle société de consommation qui va petit à petit se développer. Entre 1950 et 1970, Hamra va aussi bénéficier du contexte géopolitique et économique lié à l'exploitation du pétrole dans les pays du Golfe et les investissements occidentaux au Moyen-Orient. Ça c'est capital parce que dans les années 50, évidemment, ces pays du Golfe vont trouver les gisements de pétrole extrêmement importants, vont s'enrichir, et c'est Beyrouth qui va devenir finalement la plaque tournante des relations économiques et politiques entre l'Occident et en même temps des Occidentaux vers les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'ils font vraiment comme ça l'axe de relation entre les différentes on va dire, zones d'influence économique et politique de l'époque. Un des autres éléments frappants qui va marquer cette évolution, c'est la création de l'aéroport international de Beyrouth en 1954. C'est évidemment un des seuls aéroports internationaux du Moyen-Orient à ce moment-là. C'est un aéroport qui va avoir des liaisons directes avec Paris, avec Francfort, avec les principales villes occidentale qui va pouvoir du coup offrir des liaisons avec New York et les États-Unis. Donc ça devient véritablement la plaque tournante de tout le système économique et politique mondial lié à l'économie du pétrole. Ça devient effectivement le terrain de jeu international idéal pour toutes les économies. Et ça a été pendant des années, pendant presque 30 ans aussi, la ville la plus fréquentée par les espions internationaux. Beyrouth, c'est la ville effectivement de l'espionnage. Vous avez multitude de romans qui se passent à Beyrouth par rapport aux espions, parce qu'évidemment, Russes et Américains se retrouvent, Européens. C'est vraiment la plaque tournante de toute l'influence mondiale quasiment qui se trouve à Beyrouth dans ces années 50 et 60. Cette évolution urbaine de Hamra, elle est aussi liée donc, dia suivante,
à cette économie du pétrole qui est définie par deux zones importantes. Alors, je suis désolé pour les images, hein, mais évidemment ce sont des sites stratégiques, donc il existe très peu d'images de bonne qualité. On n'est pas face à des monuments. C'est d'abord la raffinerie de Tripoli, donc au nord du pays, qui a été créée en 1940 et qui sert finalement d'arrivée pour l'oléoduc du pétrole en provenance d'Irak. Et l'autre, c'est le terminal pétrolier de Zahrani, au sud du pays, à côté de Saïda, qui lui, par contre, fait venir le pétrole d'Arabie Saoudite et géré par l'entreprise Tapline. Donc on a deux grands terminaux de pétrole, l'un au nord, l'autre au sud du Liban, qui vont non seulement acheminer le pétrole de ces pays vers la Méditerranée et donc vers les tankers qui vont pouvoir amener ce pétrole en Europe, aux États-Unis, etc., mais fait de Beyrouth le lieu unique de toutes les transactions économiques liées au pétrole. Donc ça devient une capitale effectivement où les devises arrivent, l'argent, les royalties liées à l'industrie du pétrole remplissent les banques libanaises, et c'est notamment grâce à cette économie florissante du pétrole que tout Beyrouth va se développer, que l'architecture va se développer, que le design aussi va effectivement pouvoir émerger et remplir les besoins et les envies finalement des nouveaux habitants de ce quartier moderne de Hamra. Quelques dates importantes aussi par rapport au développement de ce quartier de Hamra. En 1946, ce sont les premières enseignes commerciales qui arrivent dans le quartier. Au départ, Hamra, c'était un quartier plutôt résidentiel. À partir de 1946, ce sont les premières entreprises commerciales qui arrivent. En 1947, c'est la construction de l'immeuble Esseili que vous avez ici et qui devient rapidement le siège de l'entreprise Tapline, donc le siège d'une entreprise pétrolière. Et en 1957, le premier cinéma, dia suivante, le cinéma Al-Hamra, qui ouvre dans le quartier de Hamra. Alors, ça paraît anecdotique de montrer ce cinéma. En même temps, il est significatif de tout le changement culturel de la ville de Beyrouth. Auparavant, tous les cinémas étaient dans ce qu'on appelle le centre-ville, ce qui s'appelle aujourd'hui autour de la place des Martyrs. Tous les cinémas étaient ici, donc dans l'ancienne ville, et ouvrir un cinéma dans le quartier de Hamra, c'était presque un geste iconoclaste. C'est comme si on était à Hollywood et puis qu'on décidait d'ouvrir un cinéma complètement à l'opposé. Donc le cinéma Al-Hamra a eu beaucoup de peine au début à s'installer. Il y a eu un lobby du cinéma qui a voulu interdire les films. Ça n'a pas marché et le cinéma est devenu l'un des plus fréquentés de tout Beyrouth. Et après lui, d'autres cinémas ont ouvert dans la ville. Donc c'est vraiment tout un déplacement culturel qui s'opère du centre-ville historique vers ce nouveau quartier de la modernité Hamra, dans des immeubles, comme vous le voyez, complètement modernes, qui n'ont rien à voir avec l'architecture traditionnelle libanaise, et qui devient finalement le siège et le point central de ce qu'on appelle désormais la modernité libanaise. Donc ce développement urbain, on va le trouver à différents niveaux. C'est évidemment un développement urbain et commercial. Ce sont aussi les facteurs exogènes, comme je l'ai dit, qui le justifient. C'est l'instabilité des pays voisins du Moyen-Orient à partir de 1948. C'est l'essor économique et financier des monarchies du Golfe à partir des années 50. Mais ce sont aussi des facteurs endogènes, c'est-à-dire les politiques pro-libérales et occidentales sous les deux présidents importants de cette époque, qui sont le président El-Khoury et le président Chamoun, qui ont des politiques extrêmement ouvertes vers l'Europe, et qui vont faire effectivement de Hamra un lieu qui va attirer les investisseurs régionaux et internationaux, et donc favoriser la construction aussi de nouvelles architectures en phase avec, on va dire, une esthétique plus proche de l'Occident que de la tradition orientale. Vous avez notamment ici l'immeuble et l'hôtel Strand, qui date du début des années 60, qui est un des plus bels exemples de l'architecture des années 60 à Beyrouth, qui est toujours debout, qui n'est pas en très bon état, mais qui est toujours, on va dire, en état de fonctionner. Il y a encore des boutiques, des bureaux à l'espace. Il mériterait une restauration, mais en tout cas, c'est un exemple assez incroyable. Vous avez aussi l'exemple de la banque Intra, qui est un peu à la fin de Hamra, à Ras Beyrouth,
C'est une banque qui a été un bâtiment construit dans les années 50, évidemment pour favoriser les échanges avec les monarchies et les économies pétrolières du Golfe, et qui va être un des premiers scandales aussi bancaires libanais dès 1966. Mais c'est pour vous montrer surtout l'esthétique de l'architecture qui est choisie déjà dans ces années-là, très tôt, dès les débuts des années 50 à Beyrouth. C'est absolument radical comme changement. Un autre exemple, c'est évidemment la Banque du Liban, donc le siège de la Banque centrale libanaise, construite par les architectes suisses Ador et Julliard, qui date de 1964. C'est un bâtiment aussi toujours en état, et qui est toujours la Banque du Liban aujourd'hui. Je viens de remettre la main sur les archives d'Ador et Julliard, donc je vais pouvoir enfin voir quels étaient les aménagements intérieurs. On a souvent les images extérieures de ces immeubles libanais, mais on ne sait pas qui étaient les designers ou les architectes intérieurs qui avaient fait les aménagements. Est-ce que c'est Ador et Julliard ou est-ce qu'ils avaient effectivement mandaté des Libanais pour l'aménagement intérieur? Ça, je dirais que c'est suite au prochain numéro, dès que j'aurai pu consulter ces archives. Ils avaient construit aussi les deux immeubles Starco qui sont dans le centre-ville, rare exemple d'architecture moderne du centre-ville de Beyrouth. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'esthétique des architectures qu'on trouve alors en Jordanie, en Syrie ou même en Iran. On est vraiment dans une modernité qui s'exprime dans l'architecture pour montrer que Beyrouth est désormais l'équivalent des grandes capitales économiques mondiales, et donc on construit une architecture qui va avec, où là aussi le centre Génifort de Victor Gruen et Walid Jabri, construit entre 69 et 74, sont des fois des projets qui se construisent sur plusieurs années, c'est extrêmement long. Et vous voyez là, alors c'est la dia suivante, pardon, voilà, vous avez sur le dessin, vous voyez, on met du mobilier Saarinen, on est vraiment dans une internationalisation des projets. On exprime sa modernité pour montrer que le Liban est désormais dans la cour des grands pays économiques, esthétiques et architecturaux. Un autre exemple, c'est évidemment le bâtiment, le Sabag Center, construit par l'architecte finlandais Alvar Aalto et Alfred Roth en 1966. Alors c'est un bâtiment qui a été extrêmement mouvementé. Vous avez Alvar Aalto qui a détesté le projet tel qu'il a été conduit par Alfred Roth à Beyrouth, qui a détesté la façade que vous avez, la façade extrêmement rectiligne et sans mouvement. Et donc Alvar Aalto a refait la façade arrière du bâtiment, c'est celle que vous voyez, avec beaucoup plus de mouvement et de vagues, pour essayer, lui qui aimait effectivement les bâtiments qui avaient une certaine harmonie, un certain jeu avec le contexte urbain, a complètement rejoué l'architecture. Donc vous avez cette architecture assez étrange lorsque vous êtes à Beyrouth. D'un côté, vous avez deux gros blocs, et lorsque vous êtes à l'arrière, vous avez une architecture en vague. C'est assez particulier, mais ça montre effectivement que tous les grands architectes de l'époque, en tout cas européens, allaient construire à Beyrouth. Mais vous aviez aussi des architectes libanais qui s'étaient formés à l'étranger, qui vont construire sur le mode occidental des édifices. Donc finalement, vous regardez certaines images de la rue d'Amra des années 60 et 70, vous n'êtes pas sûr que tout ça soit au Liban. On pourrait effectivement confondre avec d'autres villes européennes. Un exemple justement, voilà à quoi ressemble Hamra dans les années 60. Donc vous avez des enseignes, vous avez des enseignes internationales, vous avez évidemment des banques, vous avez des bureaux des entreprises pétrolières de toutes les compagnies de l'époque qui sont là, vous avez évidemment Tapline, Aramco, vous avez Esso, toutes les grandes entreprises de pétrole sont là. Elles s'installent aussi à Hamra parce qu'il y a la présence de l'université américaine, et que l'université américaine est finalement la filière à travers lesquelles ces grandes entreprises vont pouvoir engager leurs futurs employés. Donc c'est une garantie de la bonne éducation, du bon enseignement de cette université américaine qui va pouvoir fournir la main-d'œuvre à ces grandes entreprises. Donc tout ça est lié. C'est vraiment un quartier qui devient une sorte de village, et tout se construit dans une sorte d'ergonomie assez incroyable. Hamra, c'est aussi l'arrivée des cafés-terrasses. Alors nous, ça nous paraît un peu banal, on va à Paris, il y a toujours ces cafés-terrasses.
Hamra, ce sont les premiers cafés-terrasses du Moyen-Orient. C'est la première fois que des gens prennent le café dehors, s'installent, et évidemment tous ces cafés vont être décorés, vont être aménagés. Beaucoup d'architectes, décorateurs et designers vont réaliser les aménagements de ces cafés-terrasses. En voilà un autre, c'est aussi une vue de Hamra, cette fois en 1974, un an avant le début de la guerre. Vous avez Takla Store, le premier grand magasin du quartier de Hamra qui s'installe en 1974. C'est la première fois qu'on a ce type de magasin à Beyrouth. Vous avez évidemment les cinémas et les cafés. Alors ici c'est l'Eldorado qui fait cinéma et café, qui a une des plus belles salles de la ville et en même temps qui a son café-terrasse qui permet de vivre. Vous avez le théâtre Piccadilly. Alors vous avez une version qui date de 75, c'est la photo sous la pluie, une version de 73 avec Dalida qui regarde la salle du Piccadilly où elle va chanter. Dalida qui se rendait régulièrement à Beyrouth pour des concerts, mais comme toutes les grandes stars de l'époque. Beyrouth fait partie du circuit des grands musiciens, des grands comédiens qui vont tourner des films. Il y a un nombre impressionnant de films qui ont été tournés à Beyrouth dans ces années-là. Il y a notamment le film La Grande Sauterelle avec Mireille Darc, qui est un film d'espionnage qui se passe à Beyrouth et qui est génial parce qu'il se passe au Casino du Liban, il se passe à l'hôtel Phoenicia, et notamment les scènes du Casino du Liban, on peut voir tous les décors d'origine réalisés par la famille Tarazzi avec l'architecte Serge Sassouni qui sont encore en place. Donc ça devient des documentaires finalement d'architecture et de design, parce que c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui de ces édifices avec leur décoration d'origine dans leur état. Et finalement, donc le cinéma des années 60 et 70 libanais deviennent finalement des documents de design et d'architecture de premier ordre. Le cinéma empire, vous voyez, on n'a rien à envier au grand cinéma parisien anglais, on se croirait à Times Square. Mais vous avez évidemment aussi la vie nocturne, qui est une des grandes spécificités de Beyrouth dans ces années-là, parce que c'est la seule ville du Moyen-Orient où vous sortez dans des nightclubs, où vous avez des danseuses du ventre qui sont plus proches de la stripteaseuse que de la danseuse exotique. Donc c'est vraiment finalement un monde entre deux mondes. Vous êtes à Beyrouth, mais du coup vous êtes plus en Orient, mais vous n'êtes pas tout à fait non plus en Occident. Ça c'est le fameux club, le Kit Kat, donc avec ses soirées effectivement avec des danseuses, mais vous avez surtout peut-être un des plus connus, ce sont les Caves du Roi qui se trouvaient dans l'hôtel Excelsior, ouvert en 1955, et dont l'aménagement a été confié au décorateur et architecte Serge Sassouni, qui est exposé ici dans l'exposition, et qui a créé ce club dans les sous-sols de l'hôtel avec un décor pseudo-médiéval. Donc vous avez des fausses sculptures, on a l'impression d'être dans un donjon certaines fois, mais c'est tout un décor qui va avoir un succès incroyable, tellement que le propriétaire va ouvrir une copie de ce nightclub à Saint-Tropez. Donc vous avez aussi les Caves du Roi à Saint-Tropez, mais c'est la copie conforme. Et vous avez Brigitte Bardot qui elle aussi fait les allers-retours avec Gunter Sachs à l'époque à Beyrouth, qui seront évidemment des gens extrêmement présents dans cette vie nocturne beyrouthine. Je vous rappelle, les vols Paris-Beyrouth sont directs, donc effectivement ça amenait tout un champ culturel et esthétique important. Et ces hôtels, c'est le centre névralgique de la rencontre entre le design et l'architecture. Vous avez entre les années 30 et les années 60 un nombre d'hôtels de luxe importants qui va se construire et qui vont être confiés à des architectes et designers au niveau de l'ameublement. L'hôtel Bristol, ouvert en 1951, vous avez sur la dia suivante une vue évidemment, vous voyez, le plus moderne, le plus luxueux, le plus confortable, parce qu'évidemment on confiait les décorations aux plus grands décorateurs de l'époque. Vous avez le rooftop, évidemment tous ces hôtels avaient leur rooftop à l'époque,
dessinés par différentes maisons de design, hein, que ce soit les Picalluga, que ce soit les Sassouni, les Armouche, tous ces designers qu'on vous présente ici, tous ont réalisé finalement les aménagements de ces grands hôtels. Vous avez l'hôtel Commodore, là aussi un des plus modernes de l'époque. Vous aviez l'hôtel Normandie, un des plus beaux aussi, qui verra sa décoration refaite par Jean Royer. Et lorsqu'on regarde la carte de Beyrouth, où vous voyez les points jaunes qui indiquent tous ces grands hôtels et tous les showrooms des grands designers décorateurs de l'époque. Et vous voyez qu'ils sont tous concentrés fortement dans le quartier de Hamra. Parce que c'est évidemment là que tout se passe, c'est là qu'on doit avoir son atelier, c'est là qu'on doit avoir sa boutique, c'est là qu'on construit la modernité. Et donc c'est comme si vous aviez à Beyrouth même deux villes différentes. Vous aviez cette ville moderne, et vous aviez dans le centre-ville finalement la Beyrouth française, la Beyrouth ottomane, mais qui finalement n'était plus qu'un décor nostalgique d'un moment qui n'avait plus cours, puisque désormais c'est l'État-nation qui arbore, c'est la République, et donc il faut construire un État fort et international, et on voit bien que du coup Hamra devient le noyau de cette identité. Et pour revenir au design, ou en tout cas pour en venir plus précisément, il faut se souvenir de plusieurs projets. En 1932 se construit à Beyrouth le premier hôtel de luxe. On considère comme un hôtel de luxe. C'est l'hôtel Saint-Georges, qui est réalisé par les architectes Poirier, Lotte et Borde, avec un associé libanais qui est Antoine Tabet. C'est considéré vraiment comme le premier. Il est au bord de la mer, à Zeytouna Bay. C'est vraiment, vous avez la photo suivante, une version plus tardive, ici c'est une version des années 50. Vous voyez qu'on a construit 2 étages de plus sur l'hôtel, et vous avez évidemment en 55 le projet que Jean Royer propose pour le réaménagement de l'hôtel. C'est-à-dire que ce goût français, cette esthétique de la décoration française que Jean Royer amène à partir de 47 à Beyrouth devient un peu la ligne qui va guider toute l'esthétique des grands hôtels libanais de l'époque. Jean Royer est installé d'abord à Paris. Il rejoint Beyrouth en 1947 en décidant finalement d'ouvrir un bureau pour faciliter les commandes des riches familles et des monarchies du Golfe qui lui commandent des projets de décoration. Donc pour lui, c'est plus simple d'ouvrir un bureau à Beyrouth que de tout faire depuis Paris et ensuite de tout renvoyer à Téhéran, dans les Émirats, etc. Donc il ouvre avec Nadim Majdalani un bureau au Liban à partir duquel tout va transférer dans tous les pays du Moyen-Orient. C'est vraiment presque plus important que son siège parisien. Et donc la dia suivante, vous avez un exemple, c'est la décoration de l'hôtel Capitole de Beyrouth, avec ici le dépliant d'époque qui vous présente un peu les avantages et la beauté de cet hôtel. Donc on vous vante son bar, on vous vante effectivement ses salles de conférence, sa salle de banquet, mais c'est surtout l'esthétique qu'on propose qui est véritablement novatrice. C'est effectivement le choix du mobilier, de la décoration de Jean Royer. Alors, on n'a que des photos noir et blanc, mais il faut savoir que tout ça est en couleur. Vous aviez des plafonds bleus, vous aviez des tentures de couleur rouge ou bleu, vous aviez des lampes lianes. Donc c'est toute une esthétique qui arrive à ce moment-là à Beyrouth et dont il nous reste aujourd'hui quelques exemplaires qui ont survécu à la guerre et qui nous montrent aussi la richesse du développement, on va dire, créatif que Royer a développé pour les familles libanaises. On va passer directement 2 dias après, la dia suivante encore. Là, vous aviez un exemple, alors plus domestique. On n'est plus dans les hôtels de luxe, on est chez des privés. Donc Royer a aussi beaucoup travaillé les appartements des privés. Vous avez un autre exemple sur la dia suivante. Voilà, ici, où vous avez vraiment un appartement, on va dire, bourgeois, mais meublé par Jean Royer. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'adapte à différents types de clientèle. Mais il faut savoir que cette arrivée de Jean Royer
au Liban est précédée dans les années 30 par la maison Debas, qui est une maison d'électricité au départ, qui a reçu le mandat d'installer l'électricité dans toute la ville de Beyrouth, mais qui petit à petit va ouvrir un magasin de lustrerie dans les souks. Vous avez une photographie en dessus, et qui va créer des lustres, dont le lustre éternel, dont vous avez une version aussi là en image, et qui va être le premier succès de design industriel au Liban, dès les années 30. Et c'est ce type de lustre qui nous permet de dire que le design est né au Liban par des Libanais et non pas par l'arrivée de Jean Royer, parisien, dans les années 40. Donc on avait déjà du proto-design à ce moment-là. Et suite à Debas, suite à Royer, on va avoir toute une série de personnalités importantes qui vont arriver. Khalil Khoury, évidemment. Vous avez l'exemple de ce siège dans l'exposition, qui est un mélange de savoir-faire du bois avec une maîtrise de l'insertion des coussins en cuir. Khalil Khoury est architecte, c'est un des grands architectes du béton au Liban. On l'a souvent qualifié de brutaliste, mais c'est quelqu'un qui va savoir projeter l'entreprise familiale qui s'appelle Interdesign à un niveau international, puisqu'ils vont exporter leurs meubles, y compris jusqu'en Allemagne. Donc tout sera produit au Liban, mais il va y avoir effectivement une grande diffusion de ce travail en Allemagne. Vous avez la chaise Eva, qui est aussi dans l'exposition, une pièce tardive de 1997, mais peut-être que la plus étonnante, c'est la chaise suivante, c'est la Spare Chair des années 60, éditée par Khalil Khoury Interdesign, mais dessinée par les frères Picaluga, qui est une chaise pliante et qui est un vrai jeu graphique. Vous avez cette chaise effectivement qui peut devenir presque un tableau accroché au mur et qui finalement déplié devient une assise confortable, transportable, habile. Deux dias suivantes, s'il vous plaît. La suivante. Interdesign, cette maison, c'est aussi ce bâtiment à Beyrouth, dans le quartier de Hamra. C'est un des derniers grands bâtiments construits dans cet âge d'or de Beyrouth. C'est un bâtiment non seulement qui abrite le siège de la maison design, mais qui est aussi une machine à regarder du design. Puisque, dia suivante, Khalil Khoury a imaginé un bâtiment où vous êtes obligé d'aller tout en haut. Ce sont des demi-étages et vous descendez un peu comme une rampe autour d'un noyau vide, ce qui fait que vous avez à chaque fois, dia suivante, vous avez des vues de l'intérieur, vous avez une vision sur les meubles qui sont en dessus et une vision sur les meubles qui sont en dessous. Donc c'est une machine à regarder le design, c'est une machine à apprécier l'ameublement qu'il propose et qu'il construit entre 1975 et 1997, parce qu'évidemment, entre les deux, il y a la guerre civile, il est obligé d'arrêter le chantier, et il ne peut recommencer à construire et à finaliser son immeuble qu'à la fin de cette guerre, et au moment où il a réussi à finalement on va dire, réunir suffisamment d'argent pour achever ce travail. Il s'est avéré qu'il y a un an à peu près, j'ai pu rentrer dans le bâtiment de Interdesign, qui aujourd'hui appartient à une banque qui l'a récupéré après la faillite de l'entreprise. Mais tous les meubles étaient encore dedans, toutes les archives étaient encore dans le bâtiment, et tout allait partir à la benne, tout allait partir à la déchetterie. Et donc on a pu sauver l'ensemble des archives, l'ensemble des meubles, enfin l'ensemble des meubles, quelques meubles, parce qu'on n'a pas pu tout prendre, parce que c'était un magasin entier qui était encore là. On a sorti les meubles qui étaient signés, ou en tout cas dont on savait qu'elles étaient d'un designer. La dia suivante, l'exemple peut-être le plus mélancolique, ça ce sont les sous-sols d'Interdesign qui étaient pleins d'humidité et de salpêtre, on va dire. Et vous avez cette pauvre petite chaise perdue, qui est une chaise Covadis, dessinée par les frères Picaluga, qui est une chaise rare parce que le restaurant pour lequel elles avaient été créées a été détruit pendant la guerre. On pensait qu'il n'y avait plus d'exemplaires de cette chaise, et on retrouve comme ça un peu esselé, il est rongé par l'humidité, un exemplaire. Et il s'avère qu'en cherchant un peu plus loin, dia suivante, on a pu trouver un deuxième exemplaire en version cuir cette fois. Ce sont les deux exemplaires que vous avez dans l'exposition.
Et ça, c'est un peu des bonnes surprises. C'est-à-dire que voilà, on fait des recherches, on voit une porte ouverte, on rentre, et on peut sauver des archives, et on peut sauver quelques meubles. Ça a été un peu la magie pendant 6 ans de ce projet d'exposition. C'est qu'on trouve rien, et subitement, on trouve tout. Enfin, tout ou partie. Mais ça nous permet de compléter des biographies de designers, ça nous permet de compléter des corpus, de savoir comment ces gens collaboraient entre eux, parce que Raleigh Coury est architecte et designer, mais il faut aussi appel à d'autres designers comme les frères Picaluga ici pour créer des meubles pour son entreprise. Donc c'est tout un tissu créatif, un tissu économique lié au design et à l'architecture qui se développe à Beyrouth à travers des figures importantes. La dia suivante, c'est la table aussi de Picaluga qui est dans l'expo. Dia suivante, ça ce sont des pages du catalogue d'Interdesign. C'est pour vous montrer que le catalogue, c'est pas un objet anodin. Ça montre qu'il y a une envie de diffusion, donc de faire circuler son travail, de le présenter. Il y a aussi un très grand souci graphique. C'est d'une qualité graphique assez impressionnante pour l'époque, pour une entreprise au Liban. Il y a quand même envie de faire beau, de faire esthétique dans la mise en page de ces meubles. On voit bien que l'ambition de Raleigh Coury était d'arriver au même niveau que des grandes entreprises de design européens que pouvaient être par exemple les entreprises italiennes. On a pu aussi, tout au long des recherches, retrouver des plans, des dessins. Ça c'est tout un ensemble, les quelques dias suivantes, avec la dia aussi, avec celle-ci, qui ont été retrouvées grâce à la maison Tarazzi. C'est une maison qui est à la base liée aux traditions des savoir-faire orientaux. Donc, ils travaillent le métal, les mouchards à pied, les vitraux orientaux, mais était aussi très important dans les années 60. Ils vont ouvrir un hôtel de luxe qui s'appelle l'hôtel Alcazar, qui sera un hôtel moderne, et pour lesquels ils vont commanditer à des architectes, dont Michel Armouche, dont les frères Picaluga, l'aménagement du hall, du rooftop, etc., à dessiner les meubles. Donc c'est aussi une entreprise qui est à cheval entre tradition et modernité. Et c'est des gens comme les Tarazzi qui effectivement font office un peu de passerelle et de commanditaire entre effectivement des nouveaux créateurs et les savoir-faire ancestraux. Les dias suivantes, alors peut-être la suivante encore. Ça, ce sont les archives de la maison Fontana. La maison Fontana a été un peu l'équivalent de Interdesign. Au départ, Fontana, c'est un grand magasin. Donc on est allé acheter sa vaisselle, on est allé acheter son linge. Mais rapidement, dans les années 70, enfin 60 et 70, Jacques Matossian, le fils du propriétaire, va récupérer un étage entier du magasin et développer sa propre entreprise de design. Donc il va commencer à dessiner des meubles et va commencer à proposer à la vente. Alors d'abord des copies. Vous avez des magnifiques copies de meubles espagnols qui sont proposées. Alors un peu kitsch, mais petit à petit, dia suivante, il va commencer à dessiner des meubles originaux influencés par l'esthétique du Liban. Notamment ici, vous avez des balustrades qui viennent du palais de Bet Eddine au sud de Beyrouth et qui vont donner corps à tous des exemples de reliefs de portes, de motifs de table, etc. Donc de nouveau, la modernité, oui, tout en préservant son héritage oriental. Donc il va y avoir ce lien très fort chez Jacques Matossian pour mélanger un peu les deux. Dia suivante, la suivante encore. Là, vous avez justement un exemple de table des années 80. Vous voyez, alors on a l'impression d'avoir une table très moderne, mais vous voyez ces découpes qui sont typiquement orientales avec ce petit bord rehaussé en rouge et qui montre effectivement ce lien entre Orient et Occident. Page suivante. Ça, c'est peut-être l'immeuble le plus emblématique des années 70 à Beyrouth. C'est l'hôtel, le Holiday Inn. C'est cette grande tour qui est presque en bord de mer. Alors cette tour, en vérité, c'est deux tours collées. Il y a une tour, c'est l'hôtel Holiday Inn, et l'autre tour, c'est l'entreprise Bechtel. Dia suivante. Bechtel, c'était une entreprise internationale liée à l'économie du pétrole qui décide de s'installer en 74 à Beyrouth et d'ouvrir son siège principal au Moyen-Orient
dont ce bâtiment énorme du bord de mer. Et Jacques Matossion et la maison Fontana vont dessiner tout l'ameublement pour les bureaux, le siège de Bechtel à Beyrouth. Donc là, vous avez une porte qui était la porte des bureaux, vous avez les plans, on les expose dans l'exposition, c'est le prototype créé par Fontana et les plans d'origine qui sont dans l'exposition. Dia suivante. Là, vous avez le motif qui a inspiré Jacques Matossion pour la réalisation de la porte. Ce sont donc les balustrades du palais de Beth Din. Dia suivante, c'est la fin de l'histoire, qui n'aura duré qu'une année. 74, Bechtel ouvre ses bureaux. 75, c'est le début de la guerre civile et c'est le début de ce qu'on a appelé la bataille des hôtels. Ces grands hôtels étaient beaux, mais ils étaient tellement hauts qu'ils devenaient finalement les lieux parfaits pour les snipers et les milices qui se faisaient la guerre, parce qu'évidemment, on voyait toute la ville. Et donc, évidemment, chaque milice et chaque clan s'était un peu emparé d'un hôtel. Telle milice était au Saint-Georges, telle autre milice au Holiday Inn. Et 75, le Holiday Inn prend feu, est détruit. Et c'est vraiment la fin de tout un ensemble architectural, décoratif et design qui part en fumée en l'espace de quelques mois. Un autre exemple fascinant dans cette histoire de la modernité, du design et de l'architecture au Liban, c'est l'histoire de Samuel Hazem. Son nom devient connu en 1964 au moment où il participe avec Michel Armouche à l'aménagement du pavillon du Liban à l'exposition internationale de New York. Michel Armouche réalise la plupart des éléments décoratifs du pavillon, les lampes, les tables, etc. Mais dia suivante, Samuel Hazem va réaliser ce que vous voyez sur la photographie de gauche à l'arrière-plan. Vous voyez derrière les personnages, on voit un énorme objet qui va du sol au plafond. C'est ce qu'on appelle la torche de la culture. C'est une pièce en métal rehaussée avec des pièces en résine qui s'inspire de l'architecture arabe et qui est un symbole de la culture offerte par le Liban au monde. C'est une torche qui éclaire le monde et qui devient un symbole de culture. Et vous avez sur l'image à côté la mosaïque de l'enlèvement d'Europe. C'est une mosaïque extrêmement importante qui appartient au Musée national de Beyrouth. Et c'est assez formidable de les voir réunis, parce que dans la mythologie et dans l'analyse des mythes, l'enlèvement d'Europe, c'est l'histoire de l'apport de la culture orientale à l'Occident. Puisque Europe était une princesse qui vivait en Phénicie, qui vivait à Tyr, dans le sud Liban, qui est enlevée par Zeus, déguisé en taureau, qui lui fait traverser la Méditerranée et qui l'amène en Crète, c'est-à-dire en Occident. Avec elle, c'est l'alphabet phénicien qui arrive en Grèce, et c'est donc comment finalement la culture est arrivée en Grèce à travers finalement une phénicienne, donc une libanaise. Et donc Samuel Hazem essaie de rejouer cette histoire du mythe figuré dans la mosaïque à travers cette torche de la culture qui devient le symbole absolu de ce pavillon et qui est racheté à la fin de l'exposition par le Shah d'Iran, qui décide de la renvoyer en Italie où elle avait été fabriquée pour la recomposer et donner finalement cette version circulaire que vous avez ici, qui est sa version actuelle, puisque le lustre existe encore, il vient d'entrer dans une collection privée américaine, mais il est encore là. Ça, c'est déjà presque une exception, et c'est vraiment considéré par tous les amateurs de design libanais des années 60, moi y compris, c'est un peu la Joconde du design libanais des années 60. C'est vraiment une pièce maîtresse, très mystérieuse, elle a une histoire complètement folle. On a essayé de retracer son parcours, c'est impossible. Même d'attester que le Shah d'Iran l'a acheté, on a encore des doutes. On a interrogé sa veuve qui ne se souvient pas de cette pièce, mais en même temps on pense que c'est la famille et pas forcément le Shah qui l'a acheté. On peut écrire un livre entier sur ce lustre, c'est une histoire assez formidable. À partir de là, entre les années 60, on va dire, et les années 80, enfin fin des années 70, début 80, Samuel Hazem devient un personnage assez mystérieux. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Et ça, c'est justement la difficulté de travailler sur ces figures libanaises, c'est qu'il nous manque beaucoup d'informations, il nous manque encore beaucoup d'archives pour compléter des parcours et des biographies.
Donc ce que vous avez dans l'exposition, c'est vraiment l'état actuel des connaissances, mais en même temps, petit à petit, on complète, notamment à travers ce projet personnel de Razem, c'est la Maison Rose, c'est probablement l'une des maisons les plus célèbres de Beyrouth, aujourd'hui à l'abandon malheureusement, dans un état de délabrement très avancé. C'est là que Samuel Razem vivait avec sa famille, notamment avec sa sœur, et il avait un étage qu'il avait transformé en loft, et qui a fait la couverture quand même d'une des revues les plus importantes de décoration de l'époque, en 1979, et qui, alors je vous montre les photos de l'intérieur, vous montre l'aménagement incroyable que Samuel Razem avait fait dans ce loft personnel, qui mélangeait esthétique orientale et modernité européenne. Vous avez des podiums en béton au sol, c'est-à-dire qui étaient recouverts de moquettes. Vous avez des sortes de gradins à l'intérieur même du salon sur lequel ils pouvaient poser ou non des sofas. Vous aviez des grandes pièces en céramique dans lesquelles vous pouviez mettre des plantes ou des décorations. Vous aviez un système de chaîne hi-fi qui était installé et qui pouvait permettre d'écouter la musique dans toutes les parties de la maison, parce que Samuel Razem était quelqu'un qui était extrêmement intéressé par la technologie de son époque, notamment par le son, donc qui installait effectivement des systèmes sonores mais complètement novateurs qui coûtaient des fortunes à l'époque. Dia suivante. Non, juste celle. Non, oui, non, c'est bon. Et là aussi, vous avez un aménagement où vous voyez sur la photographie de gauche, on reconnaît une lampe Arco design italien. Vous avez des meubles anciens musulmans qui sont installés. Et vous avez cette petite fenêtre au fond qui donnait sur le studio qui était en dessus et à travers lequel on avait une vue plongeante dans le loft. Et qui est une inspiration, là aussi, du palais de Beth Din. Vous avez une structure similaire à Beth Din et que Samuel Razem a carrément installé dans son appartement. Au centre, c'est l'état actuel du salon. Donc autant dire que c'est une ruine, hein. Il n'y a plus de vitrage, il n'y a plus de fenêtres, donc évidemment toute l'eau, la pluie, le vent, les chats errants entrent là-dedans. Vous aviez cette structure, alors je crois qu'on la voit sur l'image suivante. Voilà. Vous voyez dans cette image-ci, vous voyez ces fils suspendus avec des boules blanches qui sont éclairées. Alors j'ai toujours eu un doute sur de quoi il s'agissait véritablement, parce que la photo n'est pas très claire. Alors je suis rentré il y a 2 mois dans la maison. Il s'avère que vous aviez un système au plafond qui diffusait de la lumière. Vous avez ces fils métalliques qui étaient suspendus, et en somme ces petites boules blanches, c'est des boules de ping-pong. Donc il a inséré des boules de ping-pong qui faisaient une sorte de sphère, un peu comme Werner Ponton, mais tout ça était éclairé par une source lumineuse qui venait du plafond. C'était un dispositif complètement incroyable. Alors aujourd'hui à moitié détruit, mais j'ai pu au moins vérifier techniquement comment tout ça fonctionnait sur place. Dia suivante, ça c'était la boutique à gauche de Samuel Razem à Beyrouth. Vous aviez son logo. Ça c'est un extrait film, là aussi des fois il faut être un peu agile pour trouver des infos, des images. C'est une capture d'écran d'un film de Jocelyne Saab qui avait fait tout un parcours dans la ville de Beyrouth, et à un moment, un de ses personnages passe devant la boutique de Samuel Razem. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait à quoi ressemble un peu sa boutique. Et la photographie d'à côté, c'est une photo que j'ai faite il y a 2 mois, c'est l'état actuel de la maison, donc alors, absolument méconnaissable. On voit à peine que ça pouvait être, mais c'est exactement la même maison, mais complètement transformée, et il ne demeure plus rien de la boutique de Sami Al-Razem, et c'est extrêmement difficile de retrouver des pièces. 2 dias suivants. Dans les années 80, Sami Al-Razem a l'ambition d'ouvrir un très grand magasin d'environ 2000 m² à Paris, rue François 1er, pour offrir non seulement des pièces de design qu'il a choisies ou chinées ici et là, mais aussi des pièces qu'il a dessinées. Donc il décide de se lancer dans une carrière à Paris. Il fait plusieurs numéros de presse. Dia suivante, il se finance plusieurs campagnes publicitaires dans les grandes revues de décoration françaises. Ça, ce sont les objets qu'on a trouvés de cette époque avec la publicité qu'il en avait fait dans les années 80. Et c'est un projet complètement fou que Samuel Razem essaye de faire, qui ne va pas véritablement marcher. Il a vu trop grand.
un showroom aussi grand à Paris va être impossible. Mais c'est aussi qu'il décède prématurément en 1988. C'est une des premières victimes du sida dans le milieu du design. Et c'est vraiment une carrière qui reste comme ça inachevée, mais qui a produit effectivement tout un ensemble de pièces et d'installations assez mystérieuses. Je propose d'aller quelques dias plus loin. Encore. Voilà. Un autre designer intéressant, c'est Serge Chassouni. Alors, je vais parler des caves du roi tout à l'heure qu'il avait décorées. Il a participé à l'aménagement et au design de l'hôtel Alcazar en 1959. Donc vous avez une vue effectivement du paravent à l'époque dans la salle du restaurant. Vous avez une vue malheureusement dans les années 70, après la bataille des hôtels et donc la destruction de l'hôtel Alcazar. Et la vue suivante qui est la reconstitution que nous avons la chance d'avoir dans l'exposition et qui a été refaite par la maison Tarati qui avait fabriqué l'original de Sassouni dans les mêmes matériaux et à partir des plans d'origine qui existent encore. Mais c'est pour vous montrer aussi que ce paravent de Serge Chassouni de 59, dans son esthétique, correspond totalement au goût de l'art abstrait en peinture notamment qu'on a en France. Ça nous rappelle les peintures de Herbin, ça nous rappelle les premiers essais de peinture cinétique d'un Vasarely. On est dans cette esthétique des jeux des ronds dans les carrés, des carrés dans des ronds, des images qui bougent. Toutes les pièces en bois sont mobiles en plus. Elles tournent sur un axe en laiton. Donc vous avez ce jeu aussi du mouvement dans le paravent qui correspond extrêmement bien, non seulement à la tradition du moucharabier, parce qu'à quelque part ça reprend de manière stylisée les effets du moucharabier, et en même temps une esthétique de la modernité picturale, de l'art abstrait de ces années 60, et c'est une pièce absolument incroyable. La pièce suivante, alors c'est le hall central du Casino du Liban, ici dans la version de 68, avec ce lustre au centre, qui est une structure extrêmement simple, plate, au centre duquel est suspendu une sorte de lampion. Là aussi, je vous invite à voir le film La Grande Sauterelle avec Jeanne d'Arc, avec Mireille d'Arc, parce que vous avez tous les décors en couleur dans le film, c'est absolument incroyable. Les images suivantes, et ça, ce sont les différents espaces du casino, avec évidemment le hall central, le bar, la salle de jeu américaine, et donc vous voyez tous les décors qui sont, on rejoue l'esthétique des parois semi-amovibles, du moucharabier, des arcs en ogive, mais de style arabe, hein, pas européen, et tout ça à travers les savoir-faire, notamment de la maison Tarati, qui a fabriqué la plupart de ces éléments décoratifs. Donc c'est toujours ce lien, effectivement, il fallait quand même donner une image un peu exotique, on dirait aujourd'hui, tout en restant extrêmement moderne et de son temps. Et un dernier projet assez fou qu'on vous présente en facsimilé aussi dans l'exposition, c'est un projet de Pierre El-Khoury. Pierre El-Khoury n'est pas designer, alors celui c'est un pur architecte, mais on va dire que son seul projet de designer, et même de designer industriel, c'est ce projet de véhicule électrique de 1964. Ici vous avez la deuxième version. Et c'est un concept, mais complètement, on va dire, qui anticipe notre époque. C'est un véhicule électrique pour 2 personnes, destiné à être mis au service de la population. C'est-à-dire que vous avez des grands parkings où vous pouvez aller prendre une voiture et la ramener ensuite, facile à parquer, facile à conduire. Et c'est exactement le système qu'on a aujourd'hui dans les parkings à l'extérieur des villes, les systèmes de location de voitures à mobility. Il a anticipé quasiment de 40 ans ce qu'on vit aujourd'hui dans les grandes villes avec des services de voitures à la location. C'est un projet évidemment qui a paru complètement utopiste à l'époque, et surtout se dire qu'en 1964,
un Libanais qui fait un projet d'une voiture électrique pour régler le problème de la circulation à Beyrouth, en sachant que le pays vit des royalties de l'économie des pays du Golfe et donc du pétrole, il avait peu de chances de réussir, hein, parce qu'évidemment le pays vit sur le pétrole, donc l'électricité n'intéressait pas beaucoup les économistes de l'époque. Donc au final, ce que j'ai voulu vous dire dans cette présentation, c'est que toute la modernité d'Amra, de son architecture, de ses projets de designer, de ses ambitions, c'est le reflet aussi de la pénétration rapide et massive de la culture occidentale et notamment américaine à Beyrouth. C'est aussi un nouveau mode de consommation et de loisirs qui se développe. Ce sont des nouvelles pratiques d'achat comme les grands magasins ou les galeries marchandes hein, qui n'existaient pas du tout avant. On connaissait les souks, il n'y a pas de galeries marchandes ou de grandes surfaces. C'est aussi une architecture qui s'élève désormais en béton, avec des façades vitrées, ce qui n'était pas du tout l'habitude à l'époque, et donc une architecture moderne qui arrive au Liban par l'intermédiaire aussi d'architectes locaux formés à l'étranger, mais aussi par des architectes européens qui arrivent au Liban parce que ça devient effectivement un nouveau territoire ou un nouveau terrain de jeu où tout est à construire. Et ce qui est intéressant si on projette ça sur aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la guerre civile, dans les années 90, on a commencé à reconstruire Beyrouth, où les politiques ont voulu faire des grands projets urbanistiques. Ce sont aussi des grands architectes internationaux qui sont arrivés à Beyrouth et qui ont commencé à reconstruire la ville, avant même les architectes libanais. Donc ce sont des architectes comme Raphaël Moneo qui ont reconstruit les souks, ce sont Foster qui a reconstruit des tours d'habitation, c'est Zaha Hadid qui a construit un nouveau bâtiment pour l'université américaine. Donc c'est véritablement, Beyrouth est un musée de l'architecture de la période ottomane à aujourd'hui. Vous avez toutes les périodes fastes de l'architecture qui sont encore présents à Beyrouth. On ne sait pas encore pour combien de temps, parce que certains sont dans des états de fragilité, de délabrement avancé, mais c'est un patrimoine totalement unique au Moyen-Orient. Téhéran a peut-être un patrimoine similaire, mais Beyrouth fait vraiment, on va dire, cas d'une unicité particulière. Et là, je pense que la prochaine étape après cette histoire du design au Liban, c'est de faire l'histoire de l'architecture au Liban et surtout de l'architecture moderne au Liban, pour voir comment effectivement ces deux histoires sont complètement liées. Parce que le design au Liban, il est né par les architectes, il est né par les architectes d'intérieur, c'est un design d'architecte, avant d'être aujourd'hui, désormais, un design de designer. Voilà, je vous remercie pour cette attention. Et je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires. C'est très touffu, hein, donc n'hésitez pas. Oui. Par rapport à votre conclusion, vous dites justement que la suite serait de voir l'architecture. Est-ce que vous comptez continuer sur cette lancée ou... Alors, je ne sais pas si je vais continuer sur cette lancée parce que j'ai appris il y a 2 mois, quand j'étais à Beyrouth, effectivement, qu'il y a un chercheur qui a commencé il y a des années à rédiger une histoire de l'architecture moderne au Liban, mais qui n'a toujours pas osé la publier. Donc j'aimerais le rencontrer, j'aimerais voir sa recherche et peut-être l'aider à la publier, parce que je ne vais pas faire ce que quelqu'un a déjà débuté. Donc j'aimerais peut-être le sensibiliser à peut-être enfin publier cette histoire, parce que je pense qu'elle devient urgente, parce que c'est toute une question aussi de sauvegarde du patrimoine. Le patrimoine moderne aussi est à sauver et à conserver, et donc je pense plutôt alors travailler à on va dire, aider ce chercheur à enfin publier son travail qui a l'air absolument colossal. Et la difficulté aujourd'hui, la difficulté pour moi serait d'avoir suffisamment de documents pour écrire une histoire juste. N'étant pas à Beyrouth, n'ayant pas accès toujours aux archives qu'il faut avoir, c'est très très compliqué. Déjà pour le design, c'était très compliqué.
pas sûr de vouloir me lancer dans l'aventure de l'architecture tout de suite après le design. Et je pense justement que cette personne que je vais rencontrer doit être finalement ce représentant de l'histoire de l'architecture au Liban. Merci. Autre question? Oui. Qu'est-ce qui explique que ce mobilier n'ait pas été diffusé plus à l'étranger, qu'on ne retrouve pas de pièces ailleurs? Parce que l'Occident ne s'intéressait pas du tout au design libanais, parce qu'il s'intéressait au design français, au design italien, scandinave, mais que le design d'obscurs créateurs libanais, finalement, ne les intéressait pas du tout. Et même pour les créateurs libanais, ça a été compliqué, comme ça l'est toujours encore plus ou moins aujourd'hui, de trouver une clientèle au Liban. Parce que les Libanais qui avaient les moyens, qui étaient bourgeois, préféraient s'acheter des tables italiennes, des canapés français, parce que c'était aussi des objets de valorisation sociale. Et donc, il a fallu construire une crédibilité des créateurs libanais. C'est pour ça que beaucoup ont plutôt travaillé sur des hôtels, ou des décorations de gros immeubles, de banques ou d'entreprises pétrolières, et pas énormément, on va dire, sur du mobilier domestique ou privé. Et les rares exceptions, c'est évidemment Interdesign, c'est Fontana, donc de la maison de Jacques Montession, probablement un peu Maker, qui s'est spécialisé un peu plus dans les cuisines, mais qui est quand même une sorte de design. Mais c'était plutôt effectivement plus compliqué pour eux de faire valoriser un design libanais déjà au Liban, et donc plus compliqué encore de diffuser à l'extérieur. Le seul qui a réussi plus ou moins, c'est Rally Khoury avec Interdesign, qui exportait jusqu'en Allemagne. Mais c'est une exception, c'est rare. Même Samir Khazem a eu beaucoup de peine à Paris, donc c'est compliqué. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir, alors c'est l'avantage et l'inconvénient d'une expo comme on vient de faire avec le CID, c'est est-ce que cette exposition va susciter ou générer une demande de meubles de collection, parce que du coup ça devient des meubles de collection parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Est-ce que ça va générer un marché? Est-ce que ça va générer un intérêt particulier sur cette production spécifique? Ça, c'est aussi le danger de faire une exposition comme ça, c'est que du coup on crée une demande. Moi je suis le premier à écumer aussi toutes les ventes pour voir s'il n'y a pas des pièces libanaises, pour voir au cas où, pour pouvoir au moins les sortir du marché et puis les mettre de côté. Il y a 2 mois, quand j'étais à Beyrouth, il y a une exposition qui vient d'ouvrir sur le design à la galerie Tanit, où ils exposaient quelques pièces historiques, justement, des années 60 et 70. Ça m'a fait un peu peur, parce que je me dis, si elles sont à vendre, tout ça va disparaître. Et heureusement, toutes les pièces historiques n'étaient pas à vendre. Elles étaient en prêt par les propriétaires, mais elles n'étaient pas à vendre, parce que ces gens tiennent à les conserver, et que je les ai aussi sensibilisés au fait que ces pièces devaient rester au Liban. Et si elles devaient quitter un jour où des gens s'en séparaient, peut-être les déposer soit en musée, soit à l'institution, notamment de l'architecture moderne à Beyrouth, mais au moins que ces objets puissent ne pas sortir du circuit et donc se faire oublier. Parce que le plus dur dans la partie historique de l'exposition, ça a été pas forcément de trouver des archives, c'était de trouver des objets. C'est plus compliqué que de trouver des plans ou des photos, c'est les objets qui sont compliqués à trouver. Parce que ça, c'est plus encombrant, c'est moins facile à repérer. Et ça, effectivement, on a une dizaine d'objets à peu près dans la partie historique. C'est exceptionnel. Au début de l'exposition, je ne pensais même pas en trouver autant. Et il y en a même quelques-uns que je n'ai pas pris. Donc, c'est vraiment... c'est une chance. C'est une chance. Et il y a des pièces très grandes aussi qui ne pouvaient pas venir. Hein, aussi. Une table à manger qui font 10 mètres. C'est à l'orientale, ça ne passe pas le... passez pas la caisse. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi pour l'invitation à venir parler de ça. On pourrait parler des œuvres dessus. Vous n'avez eu que le premier chapitre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Alors, Merci. prochaines aventures. Pour le concert, si vous êtes intéressé, donc samedi.